Allez, bonsoir à tous. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Paul Vionnet. Donc Paul, je te propose de te laisser te présenter. Eh ben, bonjour à tous. Et puis, du coup, merci Thibaut de m'accueillir sur ce petit épisode. Donc, je m'appelle Paul, je suis pratiquant et combattant de Béour. C'est un sport de combat qui en fait reprend ce qui pouvait se faire dans les tournois à l'époque du Moyen Âge. Et du coup, on le pratique aujourd'hui en tant que sport de combat, vraiment à part entière. Et donc, je combats pour l'équipe, les Comtois. C'est une équipe qui est basée dans le Jura à Morbier et on participe à toutes les étapes du championnat de France de Béour et il y a d'autres compétitions, que ce soit en Allemagne, en Suisse, en Italie. On fait pas mal les pays limitrophes. Et voilà, donc moi j'ai eu la chance de partir aussi à Prague il y a quelques mois de ça, disputer les championnats du monde qui se sont vraiment bien passés. Donc voilà, c'est une grosse passion que le Béour. Très bien. Ben, d'abord, j'aimerais aimé savoir comment tu as commencé, comment tu es arrivé au sport, quel est ton passé sportif. Alors, passé sportif, moi j'habite dans une région qui du coup est vraiment tournée sport nordique, donc tout ce qui va être ski de fond, ski de descente, Mm. biathlon, il y a pas mal de biathlètes vers chez nous. Donc j'en ai fait depuis que je suis tout petit, mes parents m'avaient inscrit à ça. J'en ai pratiqué un petit peu en compétition, mais c'était vraiment un loisir, je m'étais jamais mis vraiment dedans comme vraiment une passion. Et en fait, quand je suis arrivé dans mes années lycée, j'ai découvert la boxe thaïlandaise. Donc, quand j'ai fait mes études à Morteau, c'est un copain qui m'a emmené là-bas et j'ai fait du coup de ma première année de bac jusqu'à la fin de mon BTS, donc environ ouais, quelques bonnes années. J'ai pu pratiquer la boxe thaïlandaise. Donc, c'est vraiment là que j'ai appris et puis que j'ai découvert les sports de combat, chose qui était complètement. C'était quelque chose que je connaissais pas du tout. Je m'imaginais vraiment pas faire de sport de combat. Je suis quelqu'un de assez, de vraiment calme dans la vie. Et j'ai tout découvert ça. Et puis j'ai adoré en fait tout ce qui est sport de combat, dépassement de soi et puis de combattre avec les autres. Et de fil en aiguille, en fait, j'ai terminé mes études du coup à Morteau. Je suis passé à Besançon. J'ai un peu lâché le pied sur du coup la boxe thaïlandaise parce qu'il y a eu l'époque Covid qui arrivait, donc capacité de retrouver un club de boxe thaïlandaise. Et en me baladant sur YouTube, en fait, je suis tombé par hasard sur des vidéos de gars qui étaient équipés en armure de chevalier et qui se battaient vraiment comme s'ils faisaient du MMA. Donc ça allait au sol, c'était vraiment des coups donnés à pleine puissance, c'était des mecs qui physiquement étaient préparés. Et en fait, c'est une ligue russe de MMA, le M1, qui diffusait ça. Et de fil en aiguille, je tombe sur plusieurs vidéos, donc je découvre qu'il y a une fédération française, qu'il y a une équipe qui en fait est vraiment pas loin de chez moi. Donc j'ai décidé de leur envoyer un message et 2 semaines après, j'allais tester mon premier entraînement avec eux. D'accord, très bien. Ben, ouais, nickel. C'était en quelle année ça que tu as commencé? T'as dit que c'était période Covid, donc fin En- 2020, ouais, début 2021? fin 2020, début 2021, c'était à peu près à cette époque-là. Ouais, je suis allé faire mes premiers entraînements à ce moment-là. Ok, d'accord. Ouais, ouais, comme bah, tu as parlé du M1 qui organise des combats professionnels. Donc ça veut dire que professionnel, donc il y a des mecs en Russie, parce que je sais qu'au Béour, les deux grosses nations, c'est l'Ukraine et la Russie, si je me trompe pas. C'est ça, exactement. C'est les nations les plus respectées et les plus titrées au niveau mondial. Et donc les mecs, j'imagine, sont professionnels, ils vivent de ça là-bas. Et Euh, Ouais, je sais ouais, pas s'ils en sont professionnels, mais je pense qu'il y en a certains qui, oui, enfin, de toute façon, en combattant dans une ligue de MMA telle que le ouais, que M1, le je M1, pense c'est que pour oui, ça, ouais, je disais, ouais, ils ont touché des que, sous, c'est que, certain. ouais, que les mecs doivent pouvoir en vivre. De toute façon, en connaissant ces pays-là, généralement, les athlètes arrivent quand même à en vivre, quoi. C'est pas en France où c'est plutôt la galère. Donc, Mm. je pense plutôt que ouais, il doit avoir quand même quelques trucs. Et sinon, j'aimerais qu'on revienne sur le Béour. Donc, si je comprends bien, c'est les Russes qui ont codifié le Béour aujourd'hui, comme il est. C'est eux Ouais, qui l'ont c'est ça. codifié. C'est ça. En fait, c'est dans les. Alors, si on reprend un peu l'histoire, si je le réinterprète bien, dans les années 80-90 qu'en fait, en Russie, le sport a été recréé. Donc, des gars qui sont équipés en armure, donc des mecs qui faisaient de la reconstitution, qui se sont dit, bon, si on prenait des armures vraiment utilisables et si on se mettait, enfin, si on se battait vraiment, mais sans retenue avec.
Et petit à petit, le sport s'est développé. Il y a une fédération française qui s'est créée, qui est vraiment bien organisée. Et ouais, le sport est vraiment reparti de ça et se développe de manière active vraiment en France ces dernières années. Ok. Et après, sinon, si on situe le niveau européen, je crois les Anglais sont pas mal aussi là-dedans. Les Anglais sont assez bons. Les Anglais ont une équipe qui a, je crois, fini, qui est une de leurs équipes de 5 contre 5 a fini vice-championne du monde, donc au dernier championnat du monde à Prague. C'est la White Company, donc avec des très très bons combattants très solides et qui ont un entraînement qui leur permet d'aller gratter vraiment les meilleures places au niveau international. Ok. Et sinon, pour ce qui est le terme Béour, qu'est-ce que ça veut dire le terme Béour, la définition? Alors le terme Beyours, alors je ne referai pas la décomposition à latin parce que j'en suis incapable, mais le terme en fait ça veut dire fracas en vieux français. Donc c'est assez bien, ça représente assez bien ce qu'on fait. Parce que du coup, pour ceux qui ne connaîtraient pas le Béour, j'expliquerai peut-être un petit peu les règles un peu après. Mais Oui. voilà, c'est vraiment l'esprit de donner des coups, de se rentrer dedans. Et ouais, donc en vieux français, Béour, ça veut dire fracas. D'accord, très bien. Ouais, ben justement, tu parlais des règles. Tu as parlé de 5 contre 5, donc il y a des combats qui se font 5 contre 5 en équipe. Tu as parlé aussi de 1 contre 1, comme au M1. Il y a aussi d'autres quelles sont, ben, par exemple, les autres règles que tu peux citer. Alors, assez simplement, pour résumer le sport, en fait, le BO, c'est où il y a deux équipes qui s'affrontent. Donc, la catégorie reine, on va dire, c'est vraiment le 5 contre 5. C'est là où il y a le plus de tournois qui sont disputés, là où la compétition est la plus féroce. Il y a aussi, du coup, tout ce qui va être, on va dire, mass battle avec du 12 contre 12 et 30 contre 30. Donc, il faut imaginer 60 chevaliers qui se rentrent dedans. Ça donne des sacrés combats à voir. C'est déjà Mm. monté à 150 contre 150 lors de championnats du monde. Ils ont fait s'affronter des alliances entre équipes. Mais en fait, le principe du sport, c'est qu'on va avoir deux équipes donc, qui sont face à face. Et en fait, il faut éliminer tous les adversaires. Et pour éliminer tous les adversaires, il faut leur faire toucher un troisième point d'appui au sol. Donc les pieds, ils comptent 1 et 2. Et si on a une main, un genou, ou bien même qu'on tombe, en fait, on est éliminé et on doit rester au sol. Et comme c'est un sport de combat qui se pratique en équipe, on imagine bien qu'en partant en 5 contre 5, quand il y en a un qui tombe dans une équipe, eh ben, ça crée un déséquilibre. On peut se retrouver avec, par exemple, en 4 contre 2, où on a deux personnes qui tiennent du coup une autre, un adversaire. Donc un qui tient et puis l'autre qui va venir asséner des coups, ou bien qui va essayer de venir le tamponner en lutte pour le faire tomber. Ok, ouais. Et oui, Et parce que, comme tu l'as dit, le 1 contre 1, parce que j'avais vu quelques images. Donc, ouais, donc, c'est en gros du MMA avec armure. Et ouais, pour ce qui est. Oui, je te laisse. alors, le 1 contre 1 change un petit peu. En fait, dans le BO, on regroupe aussi. Alors, le BO est vraiment connu pour être un sport de combat, mais il faut pas oublier de citer qu'en 1 contre 1, il y a aussi des pratiques. Alors, il y a de l'épée bouclier, de l'épée boc, des tournois la arme d'ast. Donc, l'arme d'ast, ça va être tout ce qui va être grosse, les haches qui montent assez haut. Et il y a une catégorie, donc celle qui est disputée au M1, ça s'appelle en fait du pro fight. Et donc là, on va plus être dans l'idée de mettre l'adversaire au sol, mais ça va être au nombre de points mis lors du combat. Donc c'est en 3 fois 2 minutes. Moi, j'ai eu la chance d'en faire un il y a quelques mois de ça à Paris. J'ai disputé mon premier 1 contre 1. Et en fait, le but va être marquer des points, donc avec soit de la touche à l'épée, soit en faisant tomber l'adversaire, ce qui rapporte des points. Et en fait, ça peut aller au sol. Si on emmène l'adversaire au sol, il y a 10 secondes pour marquer un maximum de points où les points sont, il me semble, doublés. Et donc, c'est une catégorie à part. Mais on change un petit peu de l'esprit, comment dire, sport de combat en équipe, ce qui est vraiment en fait le fondement du BO. Et qui, à ma Ok, connaissance, ouais, est le seul sport à pratiquer de pouvoir on va dire, se battre à pleine puissance avec ses copains. Sauf c'est ça. exception de quelques trucs qui se font en Pologne où les gars s'affrontent en MMA à plusieurs ou les hooligans Oui, ou des choses oui, comme ça. oui, ouais, ouais, en Russie et tout, Où il y a ouais, j'ai vraiment vu une quelques trucs. fédération, voilà, une Ouais, fédération, ouais, des règles, où tout est encadré. ouais. Et justement, au BO, il y a des coups qui sont interdits. On n'a pas le droit de frapper de telle manière. Si tu peux en Ouais, parler. ouais, bien sûr. En fait, alors c'est un sport vraiment violent. Pour avoir fait du coup boxe thaïlandaise, MMA,
Ça n'engage que moi, mais je mets le Béour au-dessus au niveau violence. Un match de MMA, c'est toujours de MMA ou de Muay Thai, on a souvent, sauf si l'adversaire est très bon, on a un gars qui est en face de nous. Là, quand on prend un coup de hache dans le dos, dans les côtes, et qu'on ne sait pas d'où il vient, parce qu'en fait, on a un adversaire en face de nous, mais on n'a pas vu qu'un de nos copains était tombé, et puis qu'on se retrouve avec un mec qui nous tient, et puis un autre qui a ce mat, on passe un sacré quart d'heure. Donc forcément, ça doit être super bien encadré. On a un comité d'arbitrage qui fait ça vraiment de manière vraiment très bien. Il y a aussi un comité d'historicité parce que les armes, les armures doivent être toutes correspondre. Et dans les règles, du coup, on a des coups interdits. Donc, par exemple, les coups derrière les genoux qui sont trop dangereux. On n'a pas le droit de tordre des articulations par exemple, des clés de bras. C'est interdit, c'est trop dangereux. Tout ce qui va être coup à la nuque, coup dans l'axe de la colonne vertébrale. On peut taper en venant sur le côté tranchant dans le dos, mais on n'a surtout pas le droit de venir vraiment dans l'axe de la colonne vertébrale, de taper en direct. Donc ça, c'est des coups qui sont interdits. Les pieds aussi n'ont pas le droit d'être frappés. Mais sur le reste, niveau clavicule, les côtes, le ventre, les cuisses, là, il n'y a pas de souci, on peut clairement frapper. Ok, ouais, tu parles des arbitres, on les voit, ils viennent avec le drapeau quand il faut stopper, tout ça. Donc Exactement, voilà. Parce qu'en ils fait, sont bas. quand un match de Béour se retrouve où il y a 3 adversaires contre un seul, c'est ce qu'on appelle une supériorité, ils sont obligés d'intervenir parce qu'on juge qu'à partir de 3 contre 1, ça va être vraiment trop une boucherie pour la personne, donc ils arrêtent à ce moment-là. Il y a plus de chance pour la personne de s'en sortir. Et il me semble, tu citais dans le 1 contre 1 que ça allait au sol et tout, que tu pouvais gagner au point, mais tu peux gagner par KO. Il y a des mecs qui tombent KO, ils perdent par KO. Ouais, alors c'est assez rare parce que les casques en fait protègent relativement bien la tête. C'est rare d'avoir des gros traumatismes au niveau de la tête. Au Béour, les casques font généralement 2,5 mm d'acier trempé. Donc même sur vraiment des gros chocs, ça protège relativement bien. Je dis ça, mais j'ai pris mon premier KO à Prague il y a quelques mois de ça avec un coup de hache derrière la tête. Mais c'est assez difficile de mettre un mec complètement KO sur des pro-fights. Il y a quelques vidéos qui existent où il y a même des combattants russes qui se permettent de mettre des high kicks en armure et où les mecs sous le poids sous le choc en fait tombent raides. Ouais, ouais. Parce qu'il me semble que justement, Pro Fight, et pour la mobilité, les armures sont plus légères. Sont légèrement plus légères. En fait, on essaye elles sont adaptables. On va dire que au BO en 5 contre 5, 12 contre 12, 30 contre 30, on va préférer des armures des fois avec quelques protections en plus. Je pense par exemple à une jupe d'écaille, c'est ce qu'on va mettre en fait qui va venir protéger tout notre bassin. En pro-fight, généralement, on évite d'en mettre parce que ça alourdit pas mal et que c'est pas des zones qu'on vise spécialement. Et c'est des zones qui sont déjà normalement protégées par la brillantine. C'est des choses qu'on peut se permettre d'enlever. Par exemple, aussi, si on a un bouclier, normalement en 5 contre 5, on laisse une protection d'armure derrière le bouclier si jamais notre bras se retrouve retourné. Au Pro-Fight, on peut se permettre d'enlever la protection de l'avant-bras. Ok, ouais. Parce que sinon, l'armure en général, elle pèse combien l'armure que vous avez, elle pèse combien? Une armure, ça va. Alors, il y a des spécificités parce que tu as certaines armures qui sont dans des styles européens, d'autres des styles mongols. Donc, ça peut varier légèrement dans les styles et puis dans les époques. Après, une armure, ça va aller de 25 à 35 kilos, suivant les gabarits des personnes qui les portent. On peut monter des fois au-delà pour vraiment les gros gabarits. Et certains se font faire des armures avec pas mal de pièces en titane, parce que le titane est bien plus léger que l'acier trempé. Et là, on peut parfois descendre aux alentours de 20 kilos à peu près, donc ce qui leur permet sur des combats de gagner énormément de mobilité, mais des fois de s'exposer un peu plus au gros choc. Et il y a des postes, je crois, quand vous faites 55. Il y a des postes Ouais, sur. exactement. Si On tu a peux tous un les peu notre énumérer. équipe. Alors en fait, c'est assez simple. Le BO, ça se passe on va appeler ça un ring. C'est un ring en bois que nous on appelle une lisse. Donc c'est vraiment un rectangle avec délimités par en gros des poutres en bois. Et en fait, donc les deux équipes se font face et on va retrouver donc de chaque côté de ces morceaux de bois, on va retrouver toujours un mec à droite et un mec à gauche que on l'appelle soit les tanks, soit les numéros 1. Donc ça va être en fait généralement les plus gros gabarits, les personnes qui se déplacent, qui ont une très bonne résistance, des armures assez lourdes et qui ont souvent des très bonnes techniques de judo, de choses comme ça pour venir en fait faire de la lutte.
C'est des personnes qui vont en fait faire durer un peu le match, qui vont pouvoir avoir une résistance un peu accrue. Et ensuite, on va trouver donc, de chaque côté de ces mecs-là, donc soit donc des secondes barrières, c'est comme ça qu'on les appelle, ou des numéros 2. Ça dépend, les appellations sont des fois un peu différentes. Et donc ces gars-là, donc, souvent, sont soit à l'épée bouclier, pour venir en fait créer soit un petit peu de mobilité, soit vont prendre des haches à deux mains, pour en fait venir asmater la personne en face, créer des occasions, et puis et vraiment faire tomber les gars, c'est vraiment leur rôle. Et au milieu, on va retrouver un mec, donc moi c'est mon poste, qu'on appelle un runner, ou un numéro 3, qui en fait lui va chercher les occasions, en fait, va chercher à passer dans le dos Oui, des adversaires, va chercher ouais, je vois. les petites failles, va mettre le coup qui va faire mal, qui va essayer de C'est faire celui qui est plus basculer le mobile. match. Ou bien... Voilà, c'est plutôt mobile. C'est plutôt un rôle qui demande d'avoir un bon Ouais. cardio Oui. et puis une bonne lecture de jeu. D'accord, d'accord, d'accord. Mais j'aimerais que tu nous parles les différentes composantes de l'armure, de quoi elle est composée. Alors, une armure, enfin, vraiment, elle couvre quasiment l'intégralité du corps. Ça protège vraiment, vraiment bien même si on se rentre dedans à pleine puissance, l'armure protège quand même relativement bien. Alors, en partant des pieds, on va avoir tout ce qui va être les solerets. Donc, en fait, ça va être, je ne sais pas si les gens ont, mais l'image dans les visiteurs de l'introduction, le gars marche et puis a ses pieds qui tapent le sol. Ça va être, Louis alors, VI c'est le un peu, Gros, ouais, quand il... c'est ça, c'est un peu exagéré dans les visiteurs, mais ça va être globalement, c'est quelques petites plaques d'armure qui vont venir recouvrir le pied. Ensuite, on va retrouver les grèves, donc, qui protègent sur les tibias et puis les mollets. Donc certains, pour gagner un petit peu de poids, ne mettent pas de protection arrière. Moi, par exemple, les miens se ferment sur l'intégralité de mon mollet et puis de mon tibia. Certains protègent que le tibia. Ensuite, on va avoir tout ce qui va être les cuisses, donc une grosse protection qui vient couvrir la cuisse, le côté des genoux, côté extérieur des genoux. En remontant un petit peu, on va avoir ensuite ce qui va protéger tout ce qui va être le torse, le dos, donc ce qu'on appelle nous une brigandine. Donc souvent, c'est un empilement de petites plaques de ferraille. Très souvent, c'est la pièce la plus lourde de l'armure, donc on essaie un maximum de la prendre en titane pour s'alléger un maximum. Et puis après, donc il y a bien sûr tout ce qu'on met en dessous, parce qu'en fait, sous une armure, on peut rajouter des éléments de protection, par exemple une dorsale de moto, des plaques de protection annexes, des choses comme ça. Si on fait ensuite le tour, il y a les gantelets, donc qui viennent protéger les mains, les avant-bras, les épaules, et puis voilà, donc les bras d'armure, donc soit des fois plus articulés, il y a des armures plus lourdes avec vraiment une grosse articulation, des grosses protections, ou bien plutôt comme moi, des choses plus flottantes, donc sont des fois un peu plus risquées si on prend vraiment des gros chocs, mais qui gagnent en mobilité sur les mouvements de bras, les passages de bras, les prises en lutte, des choses comme ça. Et enfin, il y a le home, donc le casque qui vient protéger la tête. Ok, ouais. Et maintenant, quelles sont les armes dans lesquelles vous avez le droit d'utiliser? Eh ben, les armes, en fait, ça va être comme pour les armures. En fait, il faut elles soient toutes, on va dire, normées historiquement. Il y a un comité d'historicité qui est en fait dirigé, qui en fait est avec la Fédération française de Biour. En fait, avant chaque tournoi, on doit passer en fait ce que nous on appelle un check d'armes. Donc en fait, quand on arrive sur un tournoi, le premier truc à faire, c'est d'emmener toutes ces armes à ce check, où en fait les arbitres vont prendre le temps de regarder nos armes, de regarder si elles ont une correspondance historique, pareil pour les armures, et en fait de nous dire si oui ou non elles sont valides. Sur tout ce qui va être armes, on retrouve les épées, alors que souvent c'est des fauchons. Les fauchons, en fait, à la différence d'une épée, c'est que en fait, le poids va être plutôt déséquilibré d'un côté pour vraiment maximiser la force d'impact. On va retrouver tout ce qui va être hache à une main, donc les petites hachettes qui se tiennent dans une seule main, qui vont venir vraiment chercher les zones où l'armure ne se ferme pas correctement sur tout le corps, parce que même si l'armure protège très bien, il y a des zones, par exemple, sous les côtes, entre les omoplates, qui des fois il y a des petits jours. Donc c'est vraiment les haches à une main, généralement, on cherche à venir taper à ces endroits-là. Là où un fauchon, ça va être vraiment de latter dans les jambes, de latter dans la tête, latter les clavicules. Et enfin, il va y avoir tout ce qui va être les haches à deux mains. Armes d'ast, donc ça peut être des haches à deux mains, comme on imagine une hache pour fendre le bois, ou des haches qui peuvent être beaucoup plus grandes et qui peuvent monter à 2 mètres, 2 mètres 50 facilement pour venir vraiment faire de la casse et puis faire tomber des mecs assez rapidement. Mais bien sûr, ces armes-là, elles sont vérifiées, elles sont checkées.
avant chaque tournoi, parce qu'elles doivent respecter des critères de taille, de poids, d'entretien. On n'a pas le droit qu'elles soient rouillées, il n'y a pas le droit d'avoir de petites arêtes tranchantes, de bavures. Il faut que tous les angles soient supérieurs à une pièce de 2 euros. Et bien sûr, il faut qu'elle soit émoussée. Il faut que ce soit, si c'était Hmm. tranchant, je pense que ça poserait trop de problèmes. Bien sûr, bien sûr. Et puis le bouclier aussi, vous avez le droit de taper avec le bouclier. Ouais, bien sûr, ouais. Alors certains choisissent de pas en prendre, et puis des boucliers, on existe, on va dire, de tout type, des grands, des petits. Il y en a certains qui vont avec des bocs, c'est des petits boucliers en acier Ouais, ouais, j'ai déjà relativement vu. Ouais. légers. Ouais, Hmm. c'est assez sympa pour ceux qui sont plutôt, on va dire, qui viennent un peu de la boxe, parce que là, vraiment, ils ont vraiment une liberté pour taper, pour un peu bouger et puis manipuler. Certains qui viennent du judo, souvent, il y a quelques bons judokas dans la fédération. Souvent, eux prennent soit des très très petits boucliers, soit n'en prennent pas du tout pour vraiment pouvoir venir saisir, agripper et puis lancer leurs adversaires. Et puis sinon, voilà, après, il y a tout ce qui va être bouclier avec plus ou moins d'allonge, parce que bien sûr, il dépasse le bras. Donc, quand on met un coup de bouclier, on peut se permettre d'avoir 10 centimètres des fois d'allonge de plus. Donc, ça soigne pas mal. Ouais, ouais, parce que bah, tu parles de ça, et moi ça me fait penser, là, je pense à un sacré morceau de comme Carlos Takam, tu vois. Un jour peut-être tu le Ouais, rencontras ouais, parce ouais, qu'il qu'on a fait, fait. qu'il fait du Beowar, il fait partie des Grimaldi là, de Monaco. Et j'ai vu des Ouais. vidéos quand il tape. J'imagine pas le Ouais, gars qui est sous le casque. ouais, ça date un peu, ça. J'avais vu passer le truc. Alors, ça fait très longtemps qu'on n'a pas revu, qu'on n'a pas revu. Enfin, c'est quelque chose qui a dû passer dans le Béour à l'époque où j'en faisais pas encore. Et puis depuis, j'ai jamais Ouais, vu ça. Mais j'ai vu, c'était ouais, c'était en 2018, il me semble. ouais, ça devait être ça. Ça devait être 2017-2018, un bah, truc comme avant ça. le pré-Covid. Ouais, j'avais souvenir. J'ai vu passer justement l'émission où il en parle. Mais oui, on imagine des Carlos Tarkam qui mettent des coups de bouclier. Honnêtement, je n'avais pas envie d'être en face. Je pense que avec les crochets qu'il a, je pense qu'il peut arracher une tête sans trop de problème. Et même, c'était même pas des crochets qu'il envoyait, c'était simplement des directs, mais tu voyais tout le Ouais, poids bah et tout voilà, qui partait. ça fait le travail. Ouais, C'était je un pense truc de qu'un dingue. bon direct au niveau du nez, si le casque est un peu près de la tête, je pense que un nez cassé ou un nez en sang est de mise. Mais vous en avez des combattants de très haut niveau d'autres disciplines qui viennent en Béour, si tu as des noms en tête que tu as pu affronter ou avec qui tu fais équipe? Alors comme ça, avec qui j'ai pu combattre, non. J'avais Carlos Tarkam en tête qui avait déjà essayé la pratique. Il y avait un ancien combattant de MMA, j'ai plus son nom en tête. Oui, David Baron. David David Baron, c'est Baron. ça. David Hmm. Baron qui combattait pour Martel. Ben c'est pareil, Ouais. moi au moment où j'ai commencé le Béour, je pense il a dû arrêter, il a dû rater avant. Qui c'est que j'aurais en tête? Je sais que chez Grimaldi Milites, ils ont aussi un ancien combattant de MMA, Loïc Pilon, on retrouve quelques combats de lui sur YouTube. Un gros combattant de MMA, puis très très bon en judo. Hein. Il place toujours la même prise, mais avec une facilité qui est déconcertante quand on l'affronte. Puis après, voilà, on a pas mal de judokas, de personnes qui ont vraiment eu des bons niveaux, des fois en judo, en lutte, des fois dans boxe thaïlandaise. On a aussi je pense à, comment il s'appelle, Maximilien Hamon, qui est un boxeur qui a participé au championnat de France de boxe, qui s'est mis au Béour, voilà, c'est des gars qui ont déjà une rigueur dans les entraînements, comment, une préparation physique, et puis vraiment une rigueur dans les entraînements qui leur permet d'être tout de suite très bons. Donc là, ouais, ça c'est au niveau français, mais toi qui as un niveau mondial, qui a été en équipe de France, tu t'en Ouais, as pas vu si t'en as vu au niveau mondial des combattants non, au niveau mondial, j'ai pas vu de gros noms comme ça. Ça me dit rien. J'ai pas vu de gros combattants de MMA, de gros combattants de judo. Après, niveau sport de combat, moi, je reste vachement tourné Muay Thai et puis MMA. Hmm. Mais sur des compétitions mondiales, non, j'ai pas croisé de personnes qui avaient une notoriété suffisante pour que je les connaisse. Je sais, pour la petite histoire, c'est sorti il y a quelques jours que Tom Hardy, donc l'acteur, est allé tester le BO, je ne sais plus dans quel club, je crois, en Angleterre, je crois. Il a dû aller faire Hmm. une sorte de sparring en pro fight Ouais, en un contre un. Donc les images sont assez drôles pourtant, parce qu'il a un gros niveau en JJB, si j'ai bien compris. Et ouais, seul, ouais. du coup, il essaye le BO. Et les images sont sympas à voir parce qu'il se démerde plutôt bien. Quoi. Il a pas ce petit moment de peur, ce retrait. Il y va, le mec. Ouais. Donc pendant les championnats du monde, combien il y avait de nations représentées pour que les gens se rendent compte un peu au niveau mondial ce que représente le Béour?
J'ai pas les chiffres en tête, mais il y en a un paquet, hein. Il y en a un paquet. Que ce soit France, Angleterre, Allemagne, Suisse, Italie, vraiment beaucoup, beaucoup de pays slaves, quelques pays nordiques, les Pays-Bas, il y a les Américains, les Australiens qui avaient fait le déplacement, des Chinois aussi. C'est des équipes qu'on voit du coup pas, qu'on n'a pas souvent l'occasion d'affronter, mais ça regroupe vraiment beaucoup de pays. Des Israéliens, enfin vraiment c'est assez homogène. Beaucoup d'équipes qui viennent disputer ça. Ok, ouais. Et sinon, après, en France, tu sais combien il y a de clubs à peu près? Il y en a un peu moins d'une trentaine, entre 25 et 30, il me semble, à peu près comme ça, qui sont vraiment actifs. Ils sont répartis, en fait, les clubs sont répartis en soit Ligue 1 pour les clubs, on va dire, les plus forts, et Ligue 2 pour les clubs, Hmm. donc soit qui débutent, soit qui ont un niveau un petit Ouais. peu plus faible pour vraiment équilibrer, que chacun y prenne du plaisir. Et généralement, dans les tournois, on a une dizaine d'équipes en Ligue 1, une dizaine d'équipes en Ligue 2. Ok. Et notre question, il me semble que le Beours, c'est quelque chose avec toute l'armure et tout, qui doit coûter très très cher. J'aimerais savoir à peu près combien coûte l'armure pour tous s'équiper, tout ça. Combien Alors, ça peut coûter. ouais, alors l'armure coûte cher, mais après, c'est comme dans tous les sports, il y a un billet d'entrée à mettre, mais je pense à des gens qui font du karting, de la motocross, des sports mécaniques, Hmm. même des gens qui font de la chasse, des choses comme ça. Ça va relativement vite. Nous, ce qui nous coûte cher aujourd'hui, c'est souvent les déplacements sur les tournois, parce qu'on a des tournois partout en France. Donc, des fois, on est obligé de traverser la France, des 8 heures de route, le péage, aller en Allemagne, aller en Suisse, aller en Italie, ça prend du temps, du carburant, des péages. C'est vraiment ça, en fait. L'équipement, au final, est relayé des fois un peu à un second plan. Forcément, ça coûte cher. Il y a un billet d'entrée à mettre, mais c'est un sport passion. Donc, des fois, on regarde pas trop à l'économie. Oui. On préfère se prendre une bonne armure. Et si elle est bien entretenue, une armure, ça perd pas en valeur. Et il y a tellement Ouais, de gens qui sont justement, intéressés. l'entretien, parce que j'imagine qu'il doit avoir la casse entre ben, les armes et puis les armures. Donc ça aussi, ça compte aussi dans le budget, l'entretien. Et comment vous les Ouais, entretenez, les armures, justement? ouais. Alors, je finis Vos juste armes aussi de également? répondre à ta question précédente. C'était du coup, pour s'équiper sur une armure, il faut compter environ entre 2500 et 4000 euros actuellement. Des fois un peu plus. Hmm. Parce qu'en fait, la plupart des forgerons sont soit en Ukraine, soit en Russie. C'est généralement, globalement, là où c'est commandé, même s'il y a des bons forgerons en France et des personnes qui forgent relativement bien. Généralement, on se tourne vers les marchés slaves pour avoir une qualité et une vitesse d'exécution qui est des fois un petit peu supérieure. Mais sinon, oui, en France, c'est intéressant, mais il faut compter à peu près dans ces budgets-là. Après, voilà, ça dépend des occasions, parce qu'une personne qui prend son temps et qui regarde des occasions pour s'équiper peut aussi trouver une armure. Allez, à 2000 euros, peut s'équiper avec une bonne armure. Après, il faut faire très attention en échangeant ces éléments, parce qu'il faut que les éléments aillent entre eux. Par exemple, tu ne peux pas porter un casque mongol avec une armure européenne. Et Hmm. certains Ah oui. éléments, en fait, au fur et à mesure des années, comment dire, le comité d'historicité, donc il y a un comité d'historicité international, ensuite national, qui le fait respecter, des fois, dit ah ben telle chose est trop dangereux, ou bien telle chose on n'est pas assez informé historiquement dessus, donc on met des holas. Donc il faut faire assez attention au matériel qu'on achète. Au mieux des fois se rapprocher de la fédération française, un petit mail avec le produit, l'équipement qu'on souhaite, et puis en demandant confirmation comme quoi c'est bien utilisable, ça ne coûte pas grand chose. Après, sur l'entretien, oui, il faut. Moi, j'ai la chance d'avoir un copain qui fait de la soudure, qui est soudeur. J'avoue que ça m'a pas mal servi sur des cases sur des protections de jambes. J'ai un entraînement avec des gars qui venaient du Pays-Bas. Il y en a un qui m'a mis un coup d'épée dans la cuisse. En fait, l'acier s'est déchiré comme on déchire une feuille de papier. Donc, ouais, un petit coup de Ouais. soudure des fois, les entretiens, donc tout ce qui va être la partie cuivre, des rivets à retaper, de la cotte de maille à rattacher. Enfin, voilà, il faut que tout soit nickel. Et en fait, on n'a pas le droit d'arriver dans un tournoi avec une armure délabrée, déjà parce que c'est trop dangereux. Et ensuite, parce qu'il y a quand même une éthique et puis une certaine prestance à respecter. Ok, ouais, ouais, bien sûr. Et sinon, après, toi, dans ton équipe des comptoirs, vous êtes combien de licenciés au total? Alors, il y a deux types de licenciés. Il y a ceux qui font ça loisir, donc qui ne vont pas aux compétitions ou qui viennent pour accompagner aux compétitions. Il y a 4 5 même enfin maintenant 6 personnes. Donc il y a aussi des fois les compagnes des combattants. Enfin, on a plusieurs personnes qui nous suivent. Mais on va dire que là, on est une quinzaine de combattants vraiment. Donc des fois, ouais, on est vraiment 12 vraiment actifs et puis des fois quelques-uns qui viennent renforcer l'équipe quand il y a besoin.
Et on n'a pas précisé, mais quand vous faites tes combats 5 contre 5, il y a des remplaçants comme un sport collectif classique qui peuvent rentrer pour remplacer l'autre, non? Ouais, exactement. Donc, du coup, ça dépend des catégories, mais en 5 contre 5, pour gagner, il faut remporter 2 rounds. Donc, avec les règles que j'ai expliquées précédemment, de faire tomber tout le monde, et il faut Mm. remporter 2 rounds. Donc, c'est la première équipe qui a 2 rounds gagnants qui gagne le combat. Et en fait, entre chaque round, on peut faire rentrer 3 nouvelles personnes. On peut changer 3 personnes. Donc, en fait, une équipe de Béour, à l'idéal, quand on se déplace sur les compétitions, faut arriver à 8. 5 combattants rentrent. Mm. À la fin du premier round, on change les 3 qui sont soit le plus crevés, soit qu'on le plus besoin. On en fait rentrer 3 nouvelles et on repart. Ok, d'accord. Et donc tu disais que vous avez la partie loisir et la partie compétition. Et j'aimerais savoir comment vous vous préparez pour les compétitions, comment se passent vos entraînements pour bien être prêt. Alors, on est un club, nous, on a fait le choix à la dernière Assemblée générale de vraiment développer cet esprit d'entraînement pour aller chercher le top 3 du championnat de France, d'aller vraiment agripper des podiums, de vraiment se donner les moyens de réussir. Donc, pour ça, au cours de la semaine, il y a 2 entraînements qui sont prévus. Il y en a un le mardi, donc le mardi, tout ce qui va être lutte, technique de béour pur, où ça va être sans armure qu'on va travailler, on va faire des prises, des choses comme ça. Une semaine sur 2, on va essayer de faire un entraînement en armure quand c'est possible, donc souvent plutôt dans les périodes creuses en compétition, parce que les compétitions prennent quand même pas mal d'énergie, il faut avoir le temps de se réparer aussi, parce qu'on imagine bien qu'il y a des blessures. Personnellement, j'en ai eu quelques pas mal, mais il faut aussi laisser le temps à son corps de récupérer. Mais on essaie de faire un entraînement en armure où là, on va vraiment se mettre à pleine puissance, travailler les techniques, donc comment on se déplace dans la lisse, les stratégies, les choses comme ça. À côté de ça, on demande à tout le monde un investissement personnel parce que si quelqu'un arrive avec un physique, pas de cardio, pas de machin, et qu'on imagine qu'on rentre en lice avec lui puis qu'il est le premier à tomber, on part tout de suite en difficulté. Et c'est assez dur mentalement de se dire si j'ai un mec qui me tient et puis un autre qui me tape dessus, c'est la faute du collègue, ça le fait pas. Donc on demande à tout le monde de s'entraîner. Après, ça dépend du coup de la vie qu'on a à côté et puis chacun y apporte ce qu'il veut, mais on a des personnes qui sont assez rigoureuses là-dessus. Moi, par exemple, j'essaye la semaine, quand je travaille et que j'ai pas d'autre chose de prévu, d'avoir un entraînement par jour. Je sors du travail, je vais un petit coup à la salle de sport. Enfin, c'est généralement 1 heure à 1 heure et demie d'entraînement, partie cardio, musculation. Et vraiment, pour travailler ça, en fait, cette année, on s'est rapproché d'un préparateur physique que, du coup tu connais, qui est Oui. Gaëtan Lebris. Ça s'est fait en fait un peu par hasard. C'était un de nos membres qui était dans sa salle de sport et qui lui a dit un jour, est-ce que ça t'intéresse de voir du béour? Et donc on est allé faire à Gaëtan Lebris une démonstration de béour. Et donc lui au début, donc c'est marrant pour l'anecdote, c'était que lui pensait que c'était vraiment le truc, le puits du fou, que c'était les mecs qui faisaient de la reproduction qui mettaient. On lui a fait essayer une armure. On a la photo où il est avec l'armure et on voit qu'il a eu quelques coups de chaud, quelques coups de chaud. Et en fait, à partir de là, il nous a dit les gars, je signe avec vous. Et on a du coup un partenariat ensemble. Lui nous prépare physiquement et mentalement aussi, parce que c'est ça aussi qui fait tout son grandiose à Gaëtan Lebris, c'est qu'il est aussi très bon pour préparer les gens mentalement dans les sports de combat. Et en fait, on va un jeudi sur 2 se préparer dans sa salle à Gland. Donc là où il nous coach, il nous met vraiment des entraînements spécifiques à ce qu'on fait. Et c'est quand même ce qui est génial avec ce gars-là, c'est qu'il a compris en vraiment très peu de temps. Il a mis vraiment quasiment rien de temps à comprendre en fait comment nous amener plus haut physiquement. Physiquement et dans les techniques, il a compris tout de suite. Alors c'était assez marrant parce que lui préparait des boxeurs, préparait des gants MMA. On s'est dit comment il va pouvoir adapter son truc. Et en 3 fois rien de temps, il nous a sorti des entraînements préparés, des choses. En fait, il se soucie vraiment des personnes qu'il a en face de lui et on l'a bien vu. On l'a bien vu. D'accord, d'accord. Il me semble que Gaëtan va prendre sa licence pour combattre avec vous. Tu confirmes ou c'est... C'est ça. Alors, il y a 2, 3 trucs qui sont en préparation avec lui. Il avait déjà essayé une fois de mettre l'armure avec nous. Il a quelques idées de prise, de nouvelles stratégies, de choses qu'on essaie d'adopter. Il nous a déjà suivis sur un tournoi de Béour où il nous a été Hmm. d'une bonne utilité parce que c'est un tournoi où on a fait deuxième. On a arrivé à accrocher un round à l'équipe qui nous pose le plus de problèmes. Je pense pas qu'on y serait arrivé sans lui. Il nous a vraiment mis sur un autre niveau. Clairement, on est allé un peu chez lui sans grande attente en se disant c'est que du plus. Et il a vraiment pris le truc à bras le corps. Et aujourd'hui, ouais, il y a quelques idées de combattants à lui ou bien à lui-même qui pourraient combattre avec nous en PO.
Ok, nickel. Ben, d'ailleurs, récemment, dans une de ses stories, on t'a vu, il t'a pris à la patte d'ours. Ça disant, il y a un C'est truc qui ça, se ouais. prépare avec toi. Si tu veux en parler, comme tu veux. Il y a deux, trois trucs, il faut que ça reste pour l'instant secret. Il n'y a rien d'officiel, rien d'annoncé. Il y a des choses qui se préparent derrière de façon plus personnelle pour moi. Les comptois seront derrière moi, j'en suis certain. Mon équipe sera derrière moi. Mais voilà, il y a quelques trucs qui se préparent avec Gaëtan. Il m'a fait taper un peu à la patte d'ours pour préparer deux, trois trucs et puis quelque chose. Mais il va y avoir un peu de nouveau dans les jours qui viennent. Et puis quand je disais que c'était quelqu'un qui se souciait vraiment des personnes qui étaient là en face de lui, quand on s'engage avec lui, il s'engage avec vous et c'est vraiment pour aller chercher du lourd. Ok, très bien. Ben, on regardera ça avec intention, de Ça, voir ce sera. ce que ça donnera. Parce que il me semble que tu as fait des combats en Muay Thai, toi. Ouais, j'ai fait. Ben, en Muay Thai, je pratiquais ça vraiment comme un loisir. Ben, j'étais adolescent, en fait. J'étais en train de passer mon bac BTS. Donc, c'était vraiment mon loisir. C'était mon défouloir au milieu de mes études. Et puis, c'est un truc où j'ai embrassé. Enfin, le Muay Thai donne une rigueur, donne un esprit enfin, ça m'a apporté énormément. C'est un moment où, dans l'adolescence, quand on cherche un peu, on se dit qu'est-ce que. Ouais, ça donne des bonnes bases. Il y a aussi des gars très inspirants dans ce sport qui ont une belle mentalité. Il y a juste à voir des trucs en Thaïlande, des gamins qui se battent. Enfin, il y a vraiment tout un esprit derrière la boxe thaï. Et puis c'est pour ça que je me suis dit, bah, on va aller essayer un petit peu en combat. J'avais un bon entraîneur qui m'a dit, bah, allez, t'es capable, va essayer de te battre. Ça n'a rien donné de particulier, ça c'est jamais allé bien loin, mais ça m'a permis de monter sur un ring, chose que je ne pensais pas être capable de faire. Et puis ouais, de dépasser ça, on se dit, ben, je suis capable maintenant de faire face à quelqu'un si je suis préparé, de lui rentrer dedans et de mettre tous les moyens de mon côté pour réussir à combattre. Il s'appelait comment le club où tu t'entraînais en boxe thaï? Alors en boxe, j'ai commencé dans le club de Morteau, donc c'était un petit club très loisir, très découverte, pas forcément de gars qui allaient en Ok. compétition. Et en fait, l'entraîneur de cette salle avait monté sa structure en Suisse, au Locle, donc le JMT Gym. C'est Jérôme Rognon pour ceux qui connaissent un petit peu au niveau du Muay Thai en Franche-Comté, en Belfort par là, qui s'est fait un petit nom, qui a quelques bons combattants. Et du coup, je montais, du coup, quand je finissais mes études, enfin, quand je finissais mes heures d'école, je prenais mon auto, je traversais la frontière suisse et puis j'allais m'entraîner avec lui. D'accord. Ok, ouais. Donc, ouais, bah, et puis derrière le Béour. Est-ce qu'il y a des grandes figures du Béour au niveau mondial, si t'as des noms? Au niveau mondial, ouais, ça va être dur sans oublier personne, parce qu'il y a quand même des sacrément beaux combattants. Forcément, je vais plus être, parce que comme je les côtoie vers les combattants qui combattent sur le circuit français. Après, à l'international, il y a des combattants dans les. Moi, j'ai pris un KO, j'ai pris mon premier KO par un Tchèque, si je dis pas de conneries, Yacoub. C'est un des gros noms du Béour. Il y a des gars aux États-Unis, j'ai plus leur nom en tête, mais c'est des géants qui sont immenses. Il y a des mecs dans l'équipe de la White Company, donc des mecs hyper costauds. Je n'ai pas tous les noms en tête, mais comment Massignac, c'est un mec qui est un géant qui se balâche à deux mains. C'est vraiment terrible le dégât qu'il peut faire dans une équipe. Ouais, des très très bons combattants. J'ai pas eu la chance de combattre encore contre des combattants russes parce que entre le début où j'ai commencé le Béour et puis le déclenchement des événements entre l'Ukraine et la Russie, bah, ça a mis un frein. On Hmm. n'a pas vu les Ukrainiens et puis les Russes n'étaient pas là au dernier championnat du monde. Donc j'ai pas eu le temps et puis du coup la chance d'en affronter. Mais voilà, après, sinon, sur le circuit français, on a des très très gros beaux combattants. Je pense à Nikita Vosgordin, c'est quelqu'un qui est d'origine russe, qui combat pour Grimadi Milites, qui est absolument incroyable à voir le niveau de Béour qu'il a et puis la polyvalence qu'il a, que ce soit avec un fauchon, une hache, une arme d'ast. Chez Aquila Sequania, il y a un combattant qui est vraiment reconnu aussi, qui est surnommé La Graine. On trouve des compilations de lui, de certaines de ses actions. Il a des déplacements qui sont impossibles généralement à suivre. Mais voilà, des gros gros noms du Béour, chez Martel, Pinto, chez Graouli, je pense à Adam. Enfin voilà, ça dépend. Tous les clubs ont généralement leur gars sur qui s'appuyer. Et puis voilà, des noms, ça se fait petit à petit.
Donc là, en même temps que tu as cité des noms, tu citais des équipes. Est-ce que tu peux toutes les citer, des grosses équipes donc qui vous affrontez généralement? Ouais, alors ouais, je vais essayer de partir un petit peu du haut de la tête du classement français. Alors, on va retrouver en fait à la tête du classement français, on va retrouver vraiment deux équipes qui se tirent enfin, qui montent le niveau du Béour en général en France. La première équipe, du coup, j'en ai parlé, c'est l'autre équipe jurassienne, donc Aquila Sequania, donc qui eux combattent avec un aigle sur leur blason. C'est une très très grosse équipe jurassienne, une des premières équipes de Béour en France. Et puis en face, on va retrouver l'équipe donc de Grimaldi Milites, l'équipe monégasque, où du coup comment évolue Nikita, qui est très très bon combattant. Donc c'est vraiment les deux équipes où quand il y a un match entre les deux, on sait qu'on va avoir du grand Béour. Généralement, c'est vraiment très technique, très physique, très violent. C'est vraiment beau à regarder. Et puis ensuite, donc nous, avec l'équipe des Comtois, on essaye de vraiment d'accrocher ce trio de tête, puis d'aller vraiment bousculer ces deux équipes-là. On avait vraiment, donc comme on est jurassien aussi, on se tire la bourre avec l'équipe d'Aquila, à qui on a réussi à prendre un round, chose qui était pas arrivée depuis longtemps. On arrive petit à petit à tenter des choses contre eux, des stratégies, des prises, et puis parfois ça passe. On n'a pas encore remporté une match contre eux, mais on espère qu'on va y arriver bientôt. Et puis voilà, après, les équipes qui vont suivre derrière, bah, l'équipe historique de Martel, les Parisiens, très bien entraînés. Historiquement, ils ont toujours eu des gros combattants, des grosses équipes. L'équipe de, je pense, à Graouli, les combattants de Metz, qui ont aussi une structure qui est relativement récente, mais qui sont montés en puissance assez fort ces dernières années. Puis voilà, après des équipes comme Pardus Bellator, les Ardents, une nouvelle équipe qui a fait sensation, appartenait au dernier tournoi. Voilà, plein de grosses équipes, Exaltor Morty, DXI, voilà, je pourrais citer les Bretons, les zones du Nord, enfin voilà, il y a des équipes de partout et de partout en France. Ok, ok. Et sinon, l'historique des Comtois, quand a été créée l'équipe, comment ça s'est passé, tu le sais? Alors en fait, le club des Comtois, historiquement, il est né d'une scission justement avec l'autre équipe jurassienne. C'était enfin à la base, il n'y avait qu'une D'accord. seule équipe qui était à Aquila. Et alors c'est assez marrant parce que c'est pas un sujet tabou, mais c'est pas un truc dont on parle en fait tous les jours. On sait que qu'il y a eu des embrouilles, des choses comme ça. Et autant chez Aquila que chez les Comtois, en fait, on évite d'en parler parce qu'aujourd'hui on est en très bon terme, c'est vraiment purement sportif. Et puis les gens qui du coup se sont en fait pris un peu le bec à l'époque, aujourd'hui ne sont plus chez Aquila et ne sont plus chez les Comtois. En fait, c'est l'histoire ancienne, ça a permis de créer vraiment deux équipes dans le Jura. En fait, nulle part en France, autre part, il y a vraiment deux équipes qui sont basées dans la même ville. Mais cependant, on ne fait pas d'entraînement avec eux, on ne fait pas de covoiturage. Enfin, on s'entend bien avec eux, on les croise sur les tournois, on les salue. Et puis derrière ça, on se met sur la tranche. Mais voilà, donc les Comtois sont nés de ça. Et puis après, donc les membres fondateurs, il y a quand même des têtes. Il y a vraiment les piliers de l'équipe qui en fait structurent vraiment l'équipe. Et après viennent se greffer à ça des nouveaux combattants qui viennent soit pour une période, soit qui restent et puis vraiment pour tirer l'équipe vers le haut. Ok. Et sinon, pour ce qui est du circuit français, comment se composent les compétitions? Il y a le championnat de France, il y a la Coupe de France aussi, il me semble. Ouais, c'est ça. En fait, comme en fait au foot, hein, alors c'est peut-être pas la meilleure compétition du monde et puis on me le reprochera, mais comme au foot, en fait, chaque année, en fait, il y a la ligue. Donc en fait, ça va être au nombre de points remportés par tournoi. Donc en fait, on a Ligue 1, Ligue 2. Et en fait, enfin, même si on n'est pas dans les mêmes ligues, ça se passe pareil. En fait, si on va sur un tournoi qui a 10 équipes et qu'on finit premier, on marque 10 points. Si on finit cinquième, on marque 5 points. En fait, c'est toujours le nombre d'équipes qui participent, moins la place qu'on a fait. Et puis en fait, ça nous donne le score. Et puis en fait, ça, donc plus on fait de tournoi, plus on marque de points. Ça s'accumule. Et en fait, il y a un classement donc, de la Ligue française. Donc plus on est actif aussi, plus on se déplace sur les tournois, plus on marque de points. Donc là, actuellement, je crois que les Comtois, on a égalité à la première place avec l'équipe de Graouli à Metz. Donc voilà, ça va être une belle. Là, il nous reste deux tournois avant la fin. Donc ça va être une belle bourre pour savoir qui décrochera la première place. Et sinon, en fait, tous les ans, là, c'est le 16 septembre, si je ne dis pas de bêtises. Cette année, c'est encore comme l'année dernière à Bordeaux. On le fait dans un château viticole qui organise du coup la Coupe de France, où là, il y a une équipe qui est sacrée meilleure équipe de France. Ok. Et les Donc deux voilà. dernières dates, oui, je te laisse finir. Ouais, dis-moi. Ouais, donc oui, donc en fait, pour résumer, il y a vraiment
la ligue où ça va être généralement les équipes les plus actives, les plus engagées, celles qui vont être les plus régulières sur les tournois pour aller marquer des points. Et en fait, des fois, il y a la Coupe de France où généralement c'est là que toutes les équipes de France se déplacent, toutes les équipes qui veulent faire de la compétition viennent pour vraiment avoir le classement sur 2 jours de quelle est la meilleure équipe de France. Donc, qui a été remportée l'année dernière par Aquila Sequoia. Ok, ouais, et je voulais revenir sur les 2 dernières dates. Où est-ce que ça va se passer pour ceux qui regarderont, qui voudront peut-être aller voir comment ça se passe, une compétition de Béour? Ouais, alors tout simplement, déjà, la première chose à faire si on s'intéresse au Béour, c'est d'aller sur la page de la Fédération française de Béour, donc sur Facebook, Fédération française de Béour. Là, vous retrouvez toutes les informations de tournois, de compétition, les lives qui sont diffusés. Chaque tournoi, il y a une caméra avec un speaker donc, qui réexpliquera les règles, qui présente les équipes qui combattent. Et les dates, donc du coup, on a pas ce week-end-là, le week-end d'après. Donc ce sera, j'ai plus la date en tête, ça va être le 28, si je dis pas de bêtises. On a le tournoi de Zankinfest, donc à côté de Dunkerque. Donc on va traverser, on va D'accord. monter tout au nord pour aller bah, du coup encore à un tournoi et puis essayer de décrocher une place sur le podium, si ce n'est plus. Et après, du coup, D'accord. oui, ça doit être le 16 septembre, mais il faut, pareil, aller voir sur la page de la Fédération française, parce que je dis peut-être une bêtise, mais il me semble que c'est ça, c'est du coup la Coupe de France de Béour à Bordeaux. Ok. Et la dernière date, tu sais pas quand est-ce que pour la dernière épreuve du championnat de France? Parce que Il y tu en a m'as plus dit que qu'il y avait deux deux. tournois là. Ouais, il y a Ah, d'accord. Tu Zankinfest. parlais de la Coupe de France. D'accord. Moi, je pensais que quand tu disais deux Ouais, tournois, c'était pour le championnat de France et la Coupe de non, France en plus qui allait la arriver. Coupe de D'accord, France c'est est comptée d'accord. dedans. Les Ok. points qu'on met à la Coupe de France, même si on finit pas premier à la Coupe de France, cinquième, s'il y a 20 équipes qui combattent, on met quand même 15 points pour la Ligue française. Donc en fait, à la Coupe de France sont sacrés à la fois les champions de la Ligue française et les champions de la Coupe de France. Et il y a combien d'épreuves du championnat de France au total dans la saison? Ça dépend des années. L'année dernière, il y en avait un petit peu plus. Il y a quelques tournois qui ont été annulés ou pas renouvelés. Cette année, on en est à, du coup, il y a eu Lacassine, Partenay, il va y avoir Zankin et la Coupe de France. Je crois que j'en oublie pas. Donc, ça nous fait 4 tournois cette année. Donc, c'est pas une année qui est très riche en tournois par rapport à l'année dernière. On en avait quand même un peu plus. Mais bon, ça fait quand même une grosse, enfin, ça fait une belle saison parce que les tournois, il faut imaginer à chaque fois que c'est vraiment c'est physiquement éprouvant. Donc, généralement, quand les saisons se finissent, ben, on redescend un petit peu en pression. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous, notre club, on se déplace aussi sur les tournois Italie, Allemagne et puis Suisse. Donc on en rajoute un peu, on en rajoute en plus Ah par-dessus. ouais, d'accord. Ok. Et dans un tournoi, vous pouvez faire combien de combats au total? Alors, comme je le disais, il y a maintenant, en fait, il y avait avant toutes les équipes venaient, il n'y avait ni Ligue 1 ni Ligue 2, donc en fait, toutes les équipes s'affrontaient avec leurs différences de niveau, hein. On peut imaginer des équipes assez faibles rencontrer des équipes bah, du coup très très fortes et se faire laver en moins de 20 à 30 secondes. Ça peut être extrêmement rapide certains rounds. Donc en fait, ils ont choisi de répartir ça en Ligue 1, Ligue 2, ce qui du coup lisse un peu les niveaux, fait qu'on a des combats plus intéressants que d'autres. Enfin voilà, où on va garder un niveau global qui est intéressant. Et donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on a environ 10 équipes en Ligue 1, 10 équipes en Ligue 2, généralement qui se déplacent sur les tournois. Et donc ils essaient de maintenant faire que toutes les équipes s'affrontent globalement. Donc on va Ok. disputer Ah oui. entre 8, 7 ou 8 matchs. Il y a des phases de poule, donc généralement il y a 2 équipes qui sont éliminées, ce qui fait que oui, on va faire 6 à 7 matchs selon la configuration, s'il y a des huitièmes de finale ou bien si ça passe directement aux demi-finales. Ah oui, ça en fait des combats. Si vous Ouais, mettez, c'est sur ouais. toute la journée en Ah, fait, à partir de 9h. Enfin, maintenant avec la Ligue 1, Ligue 2, pour la Ligue 1, on commence les combats à 13h, on les finit, il est 18h. Donc ça s'enchaîne, il y a un gros rythme. Si vous regardez un live d'un tournoi de Béour, il y a 2 minutes entre chaque combat. ouais. Ouais, donc ouais, c'est pour ça que l'importance de la condition physique, là, ouais, pour tenir C'est toute la ça. journée. L'importance de la condition physique, parce que on imagine faire se déplacer, se mouvoir et puis faire un sport de combat avec 25 kilos sur le dos, c'est hyper éprouvant. Moi, entre le moment où Mm. je faisais boxe thaïlandaise, où je pesais mon poids de forme, on va dire, était à 72 kilos, je combattais en moins de 67, et puis maintenant, où pour le BO, il n'y a pas de limite de poids dans les catégories 55, 12 contre 12 et 30 contre Ouais. 30, j'ai quand même je suis monté à ouais, 90 kilos, quoi. Donc j'ai dû Ouais, manger un donc petit ouais, peu il avait.
Voilà, pour Ouais. pouvoir supporter le poids de l'armure et puis être un petit peu plus puissant, chose qu'on demande quand on fait du BO. En gardant quand même un relativement bon cardio, parce que comme je suis le gars qui court un peu au milieu, pouvoir Hmm. avoir les Bah jambes oui. pour supporter toute la journée. Ouais, ok. Et sinon, après, au niveau international, mis à part les championnats du monde, c'est tout ce qu'il y a comme compétition? Ouais, alors la fédération internationale a eu un petits soucis avec le début de la guerre en Ukraine-Russie, parce que comme les Russes Hmm. étaient vraiment la locomotive qui traînait le BOUR à l'international, ils ont d'autres préoccupations que ça en ce moment. Donc il y a eu un petit ralentissement, ça a été repris, donc on a quand même eu des championnats du monde, donc chose quand même vraiment à saluer. Mais au niveau international, c'est la seule compétition vraiment qui est organisée à l'échelle de la planète. Il y avait des rumeurs, il y a des choses qui se préparent pour un championnat européen. Mais voilà, c'est en discussion et puis c'est le temps que tous les acteurs se remettent en place, que tout se goupille. Ok. Et sinon, pour la sélection en équipe de France, sur quoi se base la sélection pour être en équipe de France? Alors pour l'équipe de France, en fait, si j'ai bien tout en tête, il y a un capitaine d'équipe de France qui est élu par tous les capitaines de toutes les équipes françaises. Et en fait, lui, sur la saison de Béour, en fait, va devoir s'intéresser à tous les combats, tous les combattants, et puis il va devoir construire sa liste, et liste qui en fait généralement rend un petit peu après la Coupe de France de Béour, donc là où vraiment il y a toutes les équipes qui s'affrontent, tous les combattants se donnent au maximum pour aller chercher le titre suprême, et il va constituer comme ça sa liste de compétiteurs. Après, voilà, dans certaines épreuves, donc pour le 12 contre 12 et 30 contre 30, il y avait quelques entraînements spécifiques pour ces deux épreuves qu'on a fait. Donc à ce moment-là, il y avait des combattants qui s'étaient déplacés. Donc ils regardent aussi au niveau de la synergie qui prend le plus facilement ses marques avec des personnes qu'il ne connaît pas, qui a l'habitude de travailler à tel poste. Voilà, donc il y a des éléments, on va dire, indéboulonnables et puis historiques dans l'équipe de France. Et puis il y a on va dire comme moi, les petits nouveaux qui sont pris pour faire de l'expérience et puis pour amener des fois quelque chose un peu plus surprenant dans ces phases de championnat du monde. Ok, ouais. Et sinon, pour toi, quel est l'avenir du B-War? Comment tu vois l'évolution de ce sport? Déjà, on a une chance en France, c'est qu'il y a une fédération française et qui fait vraiment le travail. Chose qu'il n'y a pas forcément dans les autres pays européens. On a vraiment cette locomotive de la fédération française qui structure, qui met des règles en place, qui fait bouger les choses, qui a un comité arbitral, un comité d'historicité. Donc vraiment, il y a déjà de très très bonnes bases. Maintenant, on va dire que voilà, un combattant qui cherche une équipe, c'est des fois pas tout près de chez lui. Moi, j'ai une bonne heure et demie de route pour aller jusqu'au club. Il y en a certains qui font beaucoup plus. Donc, il y a des équipes qui se créent, il y a des nouvelles équipes chaque année. Par exemple, à Grenoble, il y en a une qui s'est créée il n'y a pas très longtemps. Les gars, même si en fait ils n'arrivent pas à former une équipe complète pour aller sur une compétition, ils viennent, nous, ce qu'on appelle en mercenaires, donc ils viennent renforcer une autre Ouais, équipe pour mercenaire. pouvoir prendre une expérience et puis vraiment participer à des compétitions. Donc, quelqu'un qui veut faire du BO aujourd'hui, il a les moyens de le faire. Et voilà, donc ça va, je pense, petit à petit prendre en puissance parce que c'est un sport qui est vraiment, enfin, qui sur plein d'aspects est super intéressant. Déjà, le fait de faire un sport de combat en équipe, moi, c'est vraiment ça qui m'a plu. Je suis pas trop, je suis passionné d'histoire, mais de faire de la reproduction médiévale ou bien quelque chose comme ça m'intéresse pas du tout. Voilà, une fête médiévale, je m'amuse pas plus que ça. Certains, oui. Moi, c'était pas mon truc. Moi, c'était vraiment l'esprit de combat, de compétition. Et c'est ça qui prend. Et il n'y a aucun autre sport de combat qui propose de se battre avec ses copains. Il y a quand même un esprit d'équipe dans le Béour qui est fantastique. Donc, par cet aspect-là, ça peut attirer beaucoup de personnes. Et par l'aspect aussi, ça a quand même de la gueule, le Bihour, quoi. De voir des chevaliers qui se mettent dessus à puissance réelle avec leur technique, leur frappe, c'est impressionnant. Donc, de plus en plus, il y a des fêtes médiévales, des villages, des villes qui contactent la Fédération française pour organiser des tournois. Et puis petit à petit, on en parle aussi dans les médias, il y a une médiatisation de ce sport, on s'y intéresse de plus en plus, ça fait parler. C'est plus le petit truc, on va dire, underground que tu peux voir, le truc est un peu caché, où c'est vraiment quelques types qui font ça, un peu dans leur garage et puis un peu à la va-vite. Là, on est vraiment en train de s'installer comme un sport de combat à part entière. Ok, ouais. Ouais, ouais, bah, ça sera intéressant de voir son évolution. Et toi, concernant toi personnellement, comment tu vois l'avenir pour toi sportivement?
Bah, sportivement, là, je viens de finir mes études, je viens de sortir de mes études, donc je vais avoir un petit peu plus de temps à y consacrer aussi, parce que ça me prenait une bonne part de mon temps en dehors du boulot, parce que je faisais ça en alternance, mais ça va me libérer un petit peu de temps. Après, c'est toujours pareil avec le BIOR, comme on fait partie d'une équipe, ben, faut se donner les moyens personnellement de concourir au meilleur niveau, déjà pour assurer d'être au niveau de ses copains et puis de tirer l'équipe vers le haut. Donc voilà, de l'engagement déjà pour l'équipe. J'ai comment, les gars de mon équipe m'ont fait confiance pour être le secrétaire du club, donc de m'occuper de tout ce qui va être relation avec la fédération, tout ce qui va être gestion associative, parce qu'il y a aussi de ça, faut aussi gérer ce côté-là. Mais après, sportivement, ça va être voilà, dépasser, préparation physique, de vraiment affûter, développer un cardio, des choses comme ça pour servir au Béour. Quelques projets avec Gaëtan qui sont en préparation aussi, dont on parlera un petit peu plus tard. Et puis voilà, après pourquoi pas reprendre aussi la boxe thaïlandaise si j'en ai un peu le temps, de refaire un petit peu quelques entraînements en boxe thaï. Et puis j'avais ce rêve du coup de quand j'ai commencé à faire de la boxe thaï, de partir en Thaïlande pour un jour expérimenter, Ah oui. de boxer là-bas. Même si voilà, C'est la base, hein. c'est un rêve de gosse, mais il faudrait que je le fasse un jour tôt ou tard. Donc je me dis, c'est pendant que je suis jeune qu'il faut que j'aille là-bas tester de m'entraîner là-bas. Ah oui, mais c'est la base, donc Et ouais, puis me donc. faire des vacances aussi, c'est pas désagréable de partir en Oui, Thaïlande. aussi, ouais. Aussi, ouais. Ouais, ben, la Thaïlande, tu vois, récemment, j'ai eu Yves Landu, il se prépare là-bas. Bah Il ouais, fait ouais, ses camps d'entraînement en Thaïlande et il est sur Phuket, à Bang Tao, parce que après, pour le MMA, c'est là où tu as les plus grosses équipes sur Phuket. ouais, Mais Tiger. Ouais, ouais, je pense. ouais, Ouais. Tiger. Bah, d'ailleurs, Tiger, j'ai reçu aussi Thomas Lemaire. Je sais pas si tu connais ou si tu as vu la vidéo, Un qui petit peu, est coach j'ai vu un combat, assistant. ouais. J'ai vu une fois un combat, ouais, je sais un petit peu. Ouais, je suis Ouais, ouais, bah, quelques combattants quelques combattants de Muay Thai. Moi, c'est vraiment loisir, hein. J'ai pas un niveau, j'ai vraiment un niveau, comment, de loisir passion, mais sans plus. C'est vraiment un plaisir, la boxe thaï. C'est vraiment l'esprit de boxe thaï, et puis de faire des petits sparring, des trucs comme ça. Je trouve ça génial. Donc, ça va faire une fois dans une vie. ouais, en plus, bah, le cadre, il fait tout le temps quasiment beau. T'as la plage. Ouais, t'es pas mal pour Ouais, donc ça récupérer va. après Donc, une ouais, grosse séance d'entraînement. Donc. 2 semaines de camp de boxe et puis 2 semaines de vacances. Je pense que on est sur un bon ratio. C'est ça. Je vais te laisser le mot de la fin si tu as quelque chose à rajouter. Non, bah écoutez, les gens que ça a intéressé et puis tous ceux qui ont pris le temps d'écouter la vidéo jusqu'au bout, et ben, n'hésitez pas du coup à aller voir la page de la Fédération française de BO, à regarder les Comtois, mon équipe, les Comtois, donc sur Facebook, les Comtois Béour, ou bien sur Instagram, pareil, les Comtois, donc c'est les.comtois.béour. Vous allez nous trouver, on poste régulièrement des petites stories, des petits trucs. On se prend pas la tête, on fait des barbecues, des trucs comme ça. On est une équipe qui se prenons pas. On est sérieux dans nos entraînements, on est sérieux dans nos compétitions, mais à côté de ça, on est quand même vraiment fraternel. Boire une bonne bière et faire des barbecues ensemble, c'est ça qui tient le club d'une certaine manière. Donc voilà, et puis bah, te remercier toi pour m'avoir donné la chance de m'exprimer et puis parler de mon sport et puis de mon club. Et puis voilà, donc aussi un merci à Gaëtan qui du coup nous fait connaître et puis du coup par association a permis aussi cette rencontre. Donc je tiens à le remercier aussi. Donc voilà, des belles choses en préparation. Voilà. Ben, moi, il me reste plus qu'à te remercier pour ta disponibilité, d'avoir participé à cet épisode. Encore merci d'avoir fait découvrir bah, cette discipline qu'est le BO, hein, qui est méconnue pour la plupart des gens. Donc voilà. Et puis moi, je vais remercier tous ceux qui regarderont cette vidéo, comme d'habitude. Voilà. Je leur dis à bientôt pour de nouveaux épisodes. Il y aura encore du beau monde. Donc voilà. Allez, merci. Au revoir à tous. Au revoir. Ah, attends. Voilà. Alors, c'est le coup. Tu me Ça dises fait que pas ça a bien longtemps que rec. j'ai rangé. Hein? Que tu me dises pas que ça a pas, que ça a pas enregistré. Si, si, mais c'est pour couper, là, ça termine, ça met